Bonjour à toi, chère auditrice ou cher auditeur qui me suit depuis le début de cette petite chaîne. Nous sommes bien sur Histoire de Neuroatypiques, la chaîne qui est dédiée aux histoires et aux problématiques de personnes neuroatypiques, dont l'autisme, dont le HPI, c'est pas c'est un neuroatypisme mais c'est pas un handicap, ou d'autres handicaps similaires. Donc précédemment, je t'avais parlé de tout ce qui était petite enfance et enfance, notamment toutes les problématiques que ton enfant peut rencontrer quand tu es quand tu es à l'école. Ton enfant ou toi, hein, si tu me suis, que tu es adulte, que tu es adolescent, que tu cherches des informations. Eh bien aujourd'hui, en fait, je vais te parler de la suite, qui est donc de ce qui se passe à l'adolescence si c'est pas pris en compte ou si c'est mal pris en compte. Donc pour te rappeler les choses, donc voilà, donc tu es un enfant, tu es neuroatypique, tu le sais ou tu ne le sais pas. Bon, on va partir sur la base donc que tu le sais puisque tes parents t'ont amené chez un neuropsychologue ou tu as fait des tests dans un CRA. Dans un centre de recherche autisme, hein, plus exactement. Et puis, ben voilà, en fait, on t'a laissé là comme ça, et tu ne sais pas sur quel pied danser, tu sais pas quel chemin prendre. Donc, quand tu étais petit, quand tu étais en école primaire, c'était pas évident, parce que t'avais pas beaucoup de camarades, t'étais un petit peu tout seul. Tu allais un petit peu du côté de tes institutrices ou instituteurs, tu vois, parce que justement en fait leur discours t'intéressait plus que les discours en fait dont parlaient tes camarades, que ça soit aussi bien de parler de poupées pour les filles ou de football pour les garçons, des choses comme ça. Et que tu préférais parler de sujets d'actualité beaucoup plus approfondis avec les instituteurs, institutrices, ou du moins les écouter. Et puis en classe, ça se passait même plutôt bien, puisque tu retenais beaucoup plus vite les choses que les autres. T'avais pas besoin de faire beaucoup de travail, tu vois. Et donc là, en fait, tu te retrouves en 6e. Et puis, c'est un nouveau monde en vérité. Tu te retrouves en 6e avec un monde qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, des personnes en fait qui avaient acquis une méthode de travail avant, que toi tu n'as pas, parce que tu apprenais beaucoup plus facilement. Et tu comprends pas en fait pourquoi tu galères déjà en classe. Pourquoi j'ai 8, 9 en maths, pourquoi en français avant, quand je me débrouille très bien, et pourquoi maintenant j'ai des notes juste moyennes, etc. Et de l'autre côté, tu as tes parents, tu as tes profs qui vont te dire oui, je sais pas comment tu t'appelles, on supposait que tu t'appelles, voilà, je comprends pas pourquoi votre enfant, on sent qu'il a des qualités, vous voyez, mais en fait, il arrive juste à la moyenne, il pourrait faire beaucoup plus, il pourrait avoir 16, 17, voire même d'excellentes notes au-dessus, et puis toi tu te dis, mais tu te poses la question, mais je comprends pas en fait, pourtant, avant je faisais la même chose, et maintenant j'arrive pas à percer, alors il y a quelque chose qui s'est passé. Et la chose qui s'est passée, figure-toi, c'est que tu n'as pas la méthodologie. La méthodologie que tes anciens camarades ont appris quand ils étaient en primaire parce qu'ils n'avaient pas toutes tes capacités, si tu es HP, eux, ils l'ont apprise, ils l'ont acquise, donc ils savent comment faire. Mais toi, tu ne l'as pas. Et ça, va falloir quand même quelque chose sur lequel il va falloir bûcher, travailler, développer, rattraper en fait, parce que
quand tu es au collège et puis ensuite au lycée, on te demande en fait de voir plus large et de creuser les choses. Si avant en fait tu te contentais juste d'apprendre et entre guillemets de recracher les choses, tu vois, et bien là en fait va falloir les assimiler et les appliquer sur d'autres cas pour montrer en fait que ben oui tu as compris en fait la méthodologie. On va pas te demander de réciter, on va te demander en fait de dire explique-moi la méthodologie. Donc ça, tu vois, ça c'est le premier point en classe dont dont tu vas avoir besoin pour bûcher et qui va t'aider justement à progresser et si tu es en difficulté à rattraper. Ça c'était le premier point en fait sur lequel tu vas avoir quelques difficultés, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, tu t'en doutes. Le plus important, c'est la sociabilisation. Donc ça veut dire que ben déjà comme tu étais tout seul avant, quand tu étais tout seul en primaire, ben c'était plus ou moins important. Et quand tu es adolescent, c'est là en fait où ça prend tout son sens. C'est parce que tout le monde veut sociabiliser, tout le monde veut faire partie d'un groupe, se mettre à un groupe, parce que soi-disant l'homme est un être social et sociable. Mais toi en fait, toi non en fait, toi tu es neuroatypique, toi tu es autiste, tu es peut-être HP. Il y a peut-être le bruit alentour qui te gêne. Tu as aussi peut-être les odeurs qui te gênent quand tu es en groupe, ou tu comprends juste pas en fait pourquoi tu as cette espèce d'esprit de connivence qui fonctionne entre tout le monde et que toi tu captes pas. Et en fait c'est ça qui est le plus gênant, parce que plus tu avances dans l'âge et plus les gens vont se rendre compte de cette problématique, comme une espèce de sixième sens si tu veux en fait, hein. Et quand bien même en fait toi tu mets du tien pour essayer de t'intégrer dans n'importe quel type de groupe, hein, que ce soit au collège, au lycée, ou que ce soit quand tu veux essayer de faire des activités extrascolaires, et ben les autres, tu vois, ils vont sentir cette différence, et puis ça va pas coller en fait, parce que comme pour toi en fait, quand tu sens que quelqu'un est un petit peu différent, un petit peu bizarre, surtout si tu es hyper empathique, tu vas dire oula, cette personne elle est un petit peu bizarre, elle est pas très normale, bon je vais pas trop l'approcher. Et ben figure-toi, c'est la même chose, sauf que ça te concerne. C'est-à-dire que les personnes vont venir vers toi, personne va venir te proposer d'aller à une fête, personne va venir songer à te parler de choses et d'autres, parce qu'ils sentent en fait que tu as ce petit truc en fait qui n'accrochera jamais en fait. Et ça c'est la grosse problématique sur laquelle en fait tous les psys, tous les neuropsys en fait vont chercher à te faire travailler. C'est en fait cette capacité à te fondre dans la masse, même si pour toi c'est pas naturel. Donc tu vois là, je m'adresse à toi en fait comme une personne que je connais, que je côtoie. Moi dans ma vie c'est quelque chose que j'ai jamais su faire, et je me retrouve à 40 ans à être tout seul. Et donc c'est pour éviter ce genre de choses là en fait que je t'informe, je t'avertis, je t'explique un petit peu ce qui se passe. Alors comment faire quand tu as cette problématique-là? La plupart du temps, les gens qui vont te conseiller et qui connaissent pas ton neuroatypisme, ils vont dire oui, t'exagères, tu fais aucun effort, tu pourrais faire des efforts, te mêler à la conversation. Mais toi, en fait, au fond, tu sais que ça sert à rien, puisque tu as déjà essayé au moins 10 fois dans ta vie, si ce n'est plus, et qu'au final, tu as toujours mis de côté, que tu comprends pas pourquoi ça n'avance pas.
eh bien, ça n'avance pas pour la bonne raison que tes idées ne collent pas avec le monde alentour. Que tu as trop l'esprit analytique peut-être, que tu as trop l'esprit d'aller au fond des choses, d'expliquer les choses de bout en bout, enfin du début jusqu'à la fin, si par exemple tu es autiste comme je le suis, ou alors il y a peut-être ta manière de parler qui n'est pas adaptée, tu vois. En fait, si tu discutes avec une bande de jeunes, bon, bah, il va pas falloir parler comme si tu t'adresses à des adultes de 40, 50 ans qui ont déjà un langage un peu plus moins familier et un peu plus de vocabulaire, un peu plus de connaissances, tu vois. C'est un petit peu comme si tu parlais, je sais pas, comme si tu leur parlais une autre langue. En fait, moi, j'ai remarqué ça. Et en fait, c'est en essayant d'adapter cette espèce de langage-ci dont je te parle, en fait, de parler un petit peu comme tout un chacun, en fait. De manière aussi un peu plus léger, un peu plus souple, un peu plus cool, un peu moins strict. De mettre de l'émotion également dans le phrasé, mais ça c'est quelque chose qui est pas évident. Donc je me demande en fait même s'il n'y a pas des manières d'approfondir ce genre de choses là, s'il y a des personnes qui sont capables de te faire travailler ça, peut-être des personnes qui préparent pour faire du théâtre ou éventuellement essayer de faire du théâtre, tu vois, ce genre de choses là qui peuvent t'aider justement à se décoincer et à rajouter en fait ces petites choses qui vont pas dans le phrasé, dans la manière d'être et de parler. Parce que la première chose, moi, si par exemple tu t'adresses à moi, bon, bah, si tu viens parler avec le vocabulaire du 19e ou du 18e siècle, tu vas quand même entendre et sentir le décalage. Et ben en fait, pour les personnes à qui tu t'adresses, quand bien même quand bien même tu sois autiste ou que tu sois HP et que pour toi le vocabulaire c'est super important, et ben en fait quand même il va falloir adapter déjà cette chose-là. En plus de se mettre dans l'observation des gens, de comment ils agissent, de comment ils interagissent avec les autres. Donc tout ça en fait c'est une très grosse problématique que nous autres autistes on ne l'a pas en fait. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on doit apprendre en regardant, en visualisant, en apprenant. Donc c'est sûr que si t'es pas visuel comme moi, ben c'est un petit peu la misère du monde. Mais c'est quelque chose en fait qui est essentiel pour ton avenir, pour ton intégration dans la société et pour quand tu deviendras adulte. L'autre point également qui est très très important, c'est que tu dois t'entourer essayer du moins de t'entourer, d'être aidé en fait de personnes de confiance, c'est-à-dire de personnes qui comprennent que tu es HP, qui comprennent que tu es TDA ou que tu sois autiste, etc., etc. Enfin, quelque chose, des personnes qui vont jamais te reprocher ton neurotypisme et qui vont toujours comprendre ton fonctionnement. Pourquoi je dis ça ? Parce que dès le moment en fait où tu as des personnes, parce que tu connais le bail, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir. T'as 80% de la société des gens qui sont faux, qui ont des faux selfs, ou qui cachent leurs intentions, qui cachent leur véritable identité, etc., etc. Toi, si tu es autiste, tu ne sais pas le décoder, tu ne sais pas le trouver. Donc c'est pour ça que tout ce genre de personnes-là, déjà rien que pour toi, il faut que tu prennes contact ou que tu rentres en contact avec les bonnes personnes qui t'aident, qui seront là pour t'épauler, qui seront là pour t'aider et qui seront là surtout en fait pour te dire n'approche pas ce genre de personnes.
Parce que c'est ce genre de personnes, de fausses personnes, qui vont nuire, qui ne vont pas t'aider, qui vont nuire à ta vie, qui vont aller venir te harceler, qui vont venir te mettre plus bas que terre. Et plus tard, c'est quelque chose qui sera très très important dans ta vie adulte, parce que si tu démarres ta vie adulte en ayant perdu toute estime de toi et en ayant travaillé aucunement sur ce qu'on te demande, c'est-à-dire les compétences sociales, eh ben tu en seras au même point que moi, c'est-à-dire 3 fois rien. Voilà, ben écoute, j'espère que ce petit audio t'aura mis sur la voie. Je ne sais pas si cela va t'aider. En tout cas, j'espère que ces quelques conseils vont t'aider un petit peu à avancer. La prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai. Ce sera certainement une vidéo sur l'autisme quand on est adulte. Voilà, et ben en attendant, prends soin de toi. Et puis à bientôt sur ma chaîne.